Pierre-Emmanuel présente le poème et son image, avec aujourd'hui l'auteur, Yannette de l'Étang Tardif, l'interprète, Reine Barthève, le critique, Georges Kataoui, et le visiteur, Georges Acopian. Les monuments qu'on élève à l'amour ont le destin des villes englouties. Seul, un noyer peut en faire le tour dans les fossés où les mêmes orties cachent les terres de la menthe sauvage. Ces monuments s'arrachent d'un naufrage dont nul ne sut quelle fut la clameur. Dahut la blonde, une main sur le cœur ouvre l'écluse au gré de son amant, et les châteaux s'enfoncent dans la peur où nous vivons, seuls éternellement. Ah, quel abîme attend les hautes tours, l'inaccessible, au long des actinies, guette sans fin l'avalanche à rebours, les volants d'or des robes abolies, la lente chute au revers de plumage, où les mortels, saisis dans leur mirage, sans le savoir, éteignent leur douleur. L'eau, invisible à travers tant de pleurs, à l'infini des mers et des tourments, devient pour eux le ciel ensorceleur dont nous vivons, seuls, éternellement. J'ai tant dormi sous tes passes velours qu'hérissent ma ville, opaline élégie, que pour sombrer mes beaux cavalcadours n'ont pas lâché les coursiers de la vie. La flamme est libre, et le seul chambellage n'est que le tien, fantôme de passage, qui fait entrer les reines dans le cœur. Les océans vendangent les dormeurs du seul amour, s'ils ont connu le chant. Tu le savais, mais quel est le trompeur quand nous vivons seuls, éternellement? Le cri du roi retentit alentour quand le grimoire a glissé dans la lie. Merlin, Merlin, reviens à mon secours. Suis-je seigneur de la mélancolie, doge des morts, souverain de l'orage? Tel un poète épars dans mon ouvrage, je ne peux plus murer mon créateur. Le gouffre s'ouvre, et je venais d'ailleurs. Qui m'entendra si moi-même je mens dans le corail où sont les enchanteurs, quand je vivrai seul éternellement? Mais sur nos voies le sous-marin laboure s'est refermé. La mer, à l'accalmie, garde pour soi ce qu'on entend toujours dans les échos de notre nostalgie. Ville engloutie, ô mon apprentissage! Je ne vois plus qu'un unique visage dans les chaînons du cygne dont je meurs. Les monuments qu'on élève à l'ardeur auront le sort d'un vaste épuisement. Qui donc pourra pénétrer leur bonheur? L'ombre où tu vis seul éternellement. Château perdu, magnétique vapeur qui monte encore des douves à nos fleurs. Nous, les noyés de vos ajustements, nous chanterons l'amour divinateur et nous vivrons seuls éternellement. Yannette de l'Étang Tardif est arrivée au studio comme Reine Barthève allait commencer de lire son poème. Et je pense que Yannette de l'Étang Tardif serait heureuse de poser certaines questions à Reine Barthève concernant son interprétation. Je veux vous dire d'abord, Reine Barthève, combien je l'ai trouvée belle, et même émouvante, et comment dire, plus douloureuse que je ne m'attendais à l'entendre. Y a-t-il une raison à ce pathétisme? Oui, parce que vraiment le thème de la solitude dans ce poème m'a bouleversée, absolument. Il vous semble dominer celui de l'amour? Oh oui, oui. Mais à votre avis, Reine Barthève, est-ce que l'interprétation de la poésie en général doit aller avec une certaine mélancolie dans le ton? Est-ce que la poésie égale tristesse pour vous? Ou au contraire, vous mettez-vous dans l'atmosphère poétique? Absolument, la poésie n'égale pas la tristesse pour moi. Il y a des poèmes de Desnos, par exemple, qui sont très drôles et très amusants. Et est-ce que vous vous sentez plus
porté vers la mélancolie, peut-être dans un poème à forme régulière. Ah oui, oui. Oui. Mais pourquoi ça? Je ne sais pas, ça m'attire davantage. Mais il y a une espèce d'enchantement Oui, par la exactement, répétition des exactement. structures et des rythmes. Oui, qui m'attire et qui m'émeut. En somme, la forme régulière, à votre avis, paraît aller avec un certain élément de nostalgie. Ça, c'est curieux, n'est-ce pas, Yannette de Qui est l'étang tardif? peut-être celui de la musique. Oui. Yannette de l'étang tardif, en écoutant lire ce poème, je me demandais pourquoi vous avez choisi une telle forme si rigoureuse et qui remonte si loin dans l'histoire littéraire. Pourquoi vous avez choisi une telle forme aujourd'hui et si cette forme ne constitue pas une sorte de défi à la spontanéité de l'inspiration? Eh bien, ces poèmes sont nés en vérité d'un défi, mais ce défi n'était pas celui de l'inspiration, mais c'était un défi de Valérie, dont une affection attentive, jointe à une tendre malice envers les femmes, ne supportait pas de me voir dans les courants de la forme libre. Valérie ne se voulait pas de disciple, mais la preuve qu'il était loin de détester une manière valérisante était donnée par cette violence à m'appeler traîtresse quand j'écrivis Morte en songe. Vous étiez traîtresse à la forme libre. J'étais traîtresse après 4 ou 5 volumes de forme régulière. Vous allez voir, me dit Valérie, vous ne serez plus capable d'écrire un sonnet. Je ne tenais pas du tout à écrire un sonnet, mais je choisis la forme française, je crois, la plus difficile, qui est la ballade du chant royal. Et qu'est-ce que le chant royal? 5 strophes de 11 vers, plus un envoi de 5, ce qui fait 60 vers bâtis sur 5 rimes. 5 rimes qui se répètent. Qui se répètent d'une façon disciplinée. Oui. Et cette forme, la voulez-vous ou bien vous est-elle imposée par une sorte de rythme intérieur? Comment la créez-vous, cette forme qui semble, au fond, appartenir à une architecture si déterminée d'avance? Cette forme, je crois qu'elle m'attire par sa construction interne, plus que par la construction visible des rimes qui reviennent. C'est parce que l'air, l'heure et la couleur des jours sont pour les édifices de l'architecte, et la tonalité des timbres pour le musicien. Qu'est-ce pour nous poètes? Je crois que plus la carcasse est despotique, et plus le lecteur doit pouvoir se perdre grâce à l'atmosphère. C'est peut-être cet effet de perdition que je cherche dans des architectures un peu compliquées. Mais enfin, il y a tout de même une contradiction entre le fait que la forme est tellement voulue et que, d'après ce que vous venez de dire, l'inspiration elle-même est fluente. Est-ce que cette contradiction vous apparaît quand vous l'écrivez ou au contraire, le fait que la forme soit un enchantement vous permet d'aller d'un bout du poème à l'autre sans difficulté? Je crois qu'elle me porte plus qu'elle ne me perd. Et je crois qu'une certaine acquisition du métier, et je dirais du métier de la forme libre, car je n'aurais certainement pas écrit ces poèmes si j'avais passé ma vie à écrire des vers réguliers. Car il y a un métier de la forme libre. Ah, il n'y a pas de doute. C'est un métier de poids et mesure, c'est Qui est aussi exactement le rigoureux. même. Il est plus rigoureux, je crois. Il est plus rigoureux. Il est plus rigoureux, sinon on écrit n'importe quoi, n'est-ce pas? On écrit de la prose. Pourquoi un vers, un poème en forme libre, n'est-il pas de la prose? Voilà le mystère. Bien sûr. Maintenant, si je me reporte encore à ce texte, ce qui me frappe en lui, c'est qu'il se présente un peu au lecteur et à l'auditeur, probablement davantage encore à l'auditeur, comme une sorte de rébus. Enfin, il y a là des éléments dramatiques qui sont un peu de l'ordre légendaire, un certain nombre de fils conducteurs qui permettent à l'auditeur de se retrouver dans ce rébus, mais c'est comme si vous lui aviez proposé une énigme. Est-ce que cette énigme, qui, semble-t-il, est celle de l'amour, puisque l'amour, le mot amour revient pratiquement dans chaque strophe, est-ce que cette énigme qui est celle de l'amour, c'est une énigme que vous vous posez à vous-même et que vous avez essayé d'expliquer sous ces différentes formes dans le poème, ou au contraire, n'avez-vous pensé à rien du tout en l'écrivant? Je crois que l'énigme de l'amour, on se la pose tout le temps. Et on arrive à l'aboutissement d'un poème, justement par le motif secondaire du poème, qui est ici l'engloutissement d'une ville. Est-ce que vous pourriez expliquer donc quel est le cheminement, disons, créateur, sinon intellectuel? Oui, vous savez, le temps n'est pas irréversible et c'est très difficile d'expliquer un poème après coup. Mais je crois pour celui-là que le premier vers est venu le premier. C'est-à-dire que les monuments qu'on élève à l'amour ont le destin des villes englouties. Ceci donné, tout le poème était évidemment écrit. Vous avez vu surgir une certaine Alors image. j'ai vu surgir la ville 10, qui est la ville engloutie classique, Autour et de laquelle traditionnelle, autour de laquelle j'ai beaucoup vécu dans la baie de Douarnenez, puisque c'est là que les Bretons situent la véritable ville 10. Et je crois que cette catastrophe de la ville 10 est arrivée
par l'amour, puisque c'est Dahu, la fille du roi, qui a ouvert les écluses que voulait son amant. En somme, cette image a, pour ainsi dire, cristallisé un certain nombre de thèmes qui vous sont personnels, un certain nombre de visions enfantines, et en même temps une forme. Absolument, une vision mémorable de cette bête Douarnenez, une chose tout à fait naturelle, là où peut-être on ne voit que des rébus. En tout cas, il vous apparaît bien que ce poème, bien que vous l'ayez écrit dans le courant d'une inspiration maîtrisée ou canalisée dans une forme, il vous apparaît bien qu'il a une structure que l'on pourrait presque définir de strophe en strophe. Oui, je crois. Et croyez-vous que, en ce sens, cette poésie soit plus significative que le vers libre, ou croyez-vous que ce sont deux formes d'enchantement différents? Oh, absolument. Je ne vois pas du tout d'obstacle entre ces deux formes, d'ailleurs. Il n'y a pas à dresser la poésie absolument pas. Rigoureuse non, et formelle. Elles dépendent de l'état du moment, elles dépendent d'une certaine année de votre vie, elles sont toutes les deux valables. Maintenant, Yannette de Le Temps Tardif, voulez-vous à votre tour nous lire ce poème? Nos auditeurs apprécieront la différence de ton qu'il y a entre votre lecture et celle de Reine Barthève. Les monuments qu'on élève à l'amour ont le destin des villes englouties. Seul un noyer peut en faire le tour dans les fossés où les mêmes orties cachent les terres de la menthe sauvage. Ces monuments s'arrachent d'un naufrage dont nul ne sut quelle fut la clameur. Dahu la blonde, d'une main sur le cœur, ouvre l'écluse au gré de son amant, et les châteaux s'enfoncent dans la peur où nous vivons seuls éternellement. Ah, quel abîme attend les hautes tours! L'inaccessible au long des actinies guette sans fin l'avalanche à rebours, les volants d'or des robes abolies, la lente chute au revers de plumage, où les mortels saisis dans leur mirage, sans le savoir, éteignent leur douleur. L'eau, invisible à travers tant de pleurs, à l'infini des mers et des tourments, devient pour eux le ciel ensorceleur dont nous vivons seuls éternellement. J'ai tant dormi sous tes passes velours, qu'hérissent ma ville, opaline élégie, que pour sombrer mes beaux cavalcadours n'ont pas lâché les coursiers de la vie. La flamme est libre, et le seul chambellage n'est que le tien, fantôme de passage qui fais entrer les reines dans le cœur. Les océans vendangent les dormeurs du seul amour, s'ils ont connu le chant, tu le savais. Mais quel est le trompeur quand nous vivons seuls éternellement? Le cri du roi retentit alentour quand le grimoire a glissé dans la lie. Merlin, Merlin, reviens à mon secours. Suis-je seigneur de la mélancolie, doge des morts, souverain de l'orage? Tel un poète, épars dans son ouvrage, je ne peux plus murer mon créateur. Le gouffre s'ouvre, et je venais d'ailleurs. Qui m'entendra si moi-même je mens dans le corail où sont les enchanteurs, quand je vivrai seul éternellement? Mais sur nos voies, le sous-marin laboure s'est refermé. La mer à l'accalmie garde pour soi ce qu'on entend toujours dans les échos de notre nostalgie. Ville engloutie, ô mon apprentissage, je ne vois plus qu'un unique visage dans les chaînons du cygne dont je meurs. Les monuments qu'on élève à l'ardeur auront le sort d'un vaste épuisement. Qui donc pourrait pénétrer leur bonheur? L'ombre où tu vis, seul éternellement. Château perdu, magnétique vapeur qui monte encore des douves à nos fleurs, nous les noyés de vos ajustements, nous chanterons l'amour divinateur et nous vivrons seuls éternellement. Notre critique d'aujourd'hui est Georges Kataoui, auquel j'ai communiqué le texte du 8e chant royal il y a un instant. Je voudrais vous demander, Georges Kataoui, d'abord, quelle impression d'ensemble vous laisse ce poème à la première lecture, et croyez-vous qu'une telle lecture soit suffisante pour pénétrer l'esprit du texte? Je ne crois pas qu'une telle lecture soit suffisante pour pénétrer toutes les beautés de cette imagerie extrêmement riche, extrêmement variée. Mais ma première impression est nettement celle d'un poème d'inspiration celtique. Il est vrai que je sais par le nom de Yannette de l'Étang Tardif
qu'elle a des ascendances bretonnes, mais aussi ces mots de villes englouties, ces mots de Dahu la Blonde, de Merlin Merlin, qui me sont restés dans la mémoire après une simple lecture, m'ont fait penser fatalement tant à la ville d'Is qu'à d'autres légendes bretonnes. Mais il y a autre chose dont je voudrais que vous nous parliez, et qui a trait plus spécialement à la forme. Yannette de Le Temps Tardif a choisi ici une forme qui est non seulement consacrée, mais encore qui est anachronique, une forme dont les règles sont particulièrement difficiles et contraignantes. Est-ce que vous croyez qu'une telle forme puisse encore éveiller notre sensibilité moderne, laquelle est habituée à une liberté souvent excessive de la prosodie, ou pensez-vous au contraire qu'un lecteur ou un auditeur ordinaire qui aime la poésie, mais sans y attacher l'importance critique que certains y attachent, pensez-vous qu'un auditeur ordinaire n'en sera pas rebuté? Rebuté, ça dépend aussi du tempérament de ce lecteur, comme l'inspiration régulière non seulement du vers, mais de la strophe, peut tenir au tempérament du poète. Je crois que chez Yannette de l'étang tardif, les deux inspirations sont également intéressantes, mais dans ce dernier recueil que j'ai à peine parcouru, je vois que le chant royal est ce qui m'a le plus frappé. Peut-être est-ce parce qu'étant extrêmement riche d'imagerie, ayant elle-même traversé le surréalisme, ayant une inspiration souvent onirique, c'est dans le chant royal que ces contraintes appellent les plus extrêmes libertés dans le dégagement même de ces images. Elle me fait penser à ces mollusques qui secrètent leur coquillage par le fait même qu'ils paraîtraient sans défense, quoiqu'on nous dise que des mollusques à peu près semblables vivent aussi sans coquillage. Comme c'est intéressant, vous pensez que cette forme qui, à moi, me semble tellement voulue, soit ensemble l'un des effets de l'activité onirique et qu'il y ait dans cette rigueur autant de spontanéité et peut-être plus que dans la forme libre? Oui, je crois qu'une fois le maître appris, essayé, il y a là un dégagement presque automatique des images à la faveur même de ces règles, qui endorment les parties les plus conscientes, les plus lucides de l'intelligence et laissent au contraire l'inconscient, l'intuition se délivrer. Alors cet archaïsme qui est si sensible dans cette forme, je vois en lui une ruse, je vois en lui presque une astuce, puisque chez un Stravinsky ou chez un Picasso, c'est dans leurs dessins, pour l'un, dans leur musique, les plus archaïsantes, les plus inspirées de modèles antérieurs, que nous trouvons aussi l'affirmation de leur personnalité et de leur forme la plus récente. Mais pas seulement un retour à des besoins profonds de la sensibilité qui auraient été exprimés, mieux exprimés à une époque antérieure. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a là quelque chose d'assez subtil, d'assez recherché, et que seule notre génération, je ne dis pas précieuse, mais raffinée, peut entièrement apprécier. Et pour vous, Kataoui, est-ce qu'il y a dans ce poème plus de satisfaction à tirer que dans un poème écrit selon la forme libre? Est-ce qu'il ne vous semble pas aussi qu'un poème si élaboré, plein de contraintes, plein de sciences, exige de la part de l'auditeur ou du lecteur une culture traditionnelle que peut-être il n'a plus ou que notre temps de plus en plus tend à effriter? Je me demande, il y a des jours où j'ai besoin du chant royal, comme il y a des jours où je suis plus satisfait par tel poème d'Éluard dont les règles ne sont pas apparentes, où tout semble se diluer. Mais est-ce que ce n'est pas un peu le cas de certains mystiques d'Orient, de ce Ramakrishna qui disait par exemple que certains mystiques ont besoin d'une forme pour contempler, d'un recours, d'un appel à une religion nettement déterminée, tandis que d'autres, au contraire, se perdent dans une contemplation sans forme. Notre visiteur d'aujourd'hui est un peintre qui a donc un certain exercice d'un art tout à fait différent de la poésie. Il s'agit de Georges Hacopian. Monsieur Hacopian, vous avez entendu tout ce qui a été dit jusqu'ici, vous avez entendu 2 fois le poème. Quelle est votre réaction devant lui? Je voudrais d'abord prévenir les auditeurs que je ne suis pas un professionnel, que je ne suis qu'un amateur de poésie. Donc, un amateur en quel sens? Vous amateur, lisez? Je lis, j'aime la poésie, mais je ne suis pas du métier. Et d'ailleurs, le métier, en quelque sorte, m'importe peu. Ce que je veux, c'est ressentir un certain sentiment quand j'entends
la poésie, que ce soit d'un ordre spirituel ou intellectuel, que ce soit une rêverie, mais il faut d'abord que je comprenne ce que l'on me dit. Et dans le cas présent, avez-vous senti quelque chose? Dans le cas présent, je n'ai pas compris le sens en l'écoutant. Il est très hermétique, je dirais même étanche. Je ne sais pas si je suis très intelligent, mais j'aime quand même comprendre ce que j'entends. Aucune image ne vous a frappé? Des images éparses, mais qui sont trop dispersées pour me toucher. L'interprétation était très belle, mais la musique qui en découlait ne me donnait pas assez de satisfaction pour que je puisse apprécier ces poèmes, rien que pour la musique que cela me donnait. Mais il n'y a aucune image qui vous ait semblé centrale? Des images assez romantiques, mais qui ne m'ont pas ému plus que de mesure. La rêverie est une chose peut-être très poétique, mais il faut encore autre chose, à mon goût, pour me donner un certain plaisir. Est-ce que je puis vous poser une question extrêmement précise? Prenons par exemple les 2 premiers vers de ce 8e chant royal. Les monuments qu'on élève à l'amour ont le destin des villes englouties. Voilà une phrase qui est en même temps faite de 2 images. Cela n'éveille rien chez vous? Cela m'énerve plutôt, si on peut le dire ainsi. D'ailleurs, l'amour est une chose dont on a parlé tant de fois, et je ne peux pas dire que cette image me donne un plaisir, de quelque sorte qu'il soit. Mais vous avez entendu tout à l'heure, d'une part le poète, d'autre part le critique, faire allusion à cette ville d'Is qui semble le centre du poème, et vous ne retrouvez pas dans ces 2 premiers vers une suggestion de la ville engloutie? Les 2 vers, il y en a un qui dit « Les monuments qu'on élève à l'amour ». Je ne vois pas pourquoi ils ont le destin des villes englouties. Il y a peut-être un sens caché, comme je dis, très hermétique, mais qui m'échappe à première vue. Donc vous avez l'impression que dans ce poème, il y a un ensemble de clés qui ne vous ont pas été fournies, vous souffrez qu'elles ne vous aient pas été fournies, mais il y a quelque chose d'autre qui, indépendamment même de la structure des images, est frappant, c'est le côté formel qui se laisse tout de même entendre aussi bien que lire. Quand on écoute ce poème, on est frappé de la volonté d'établir une certaine architecture musicale. Cela vous semble-t-il un artifice? Êtes-vous prêt à l'admettre? Est-ce que vous croyez que cela corresponde à la sensibilité contemporaine? Et même que l'archaïsme qu'il y a dans ce poème est quelque chose de plaisant? Ou cela aussi vous irrite-t-il, comme vous le disiez tout à l'heure? L'archaïsme ne m'irrite pas, car c'est un peu à la mode dans tous les arts. On recherche dans le passé ce qui peut être nouveau pour nous. Mais la musique qui en émane ne peut pas me satisfaire entièrement, car si j'aime la musique, je l'aime par la musique même, sans les mots. Vous voyez, chers auditeurs, la réaction d'un lecteur et d'un auditeur qui s'est dit lui-même moyen à ce poème. Il semble bien que les clés ne lui aient pas été fournies et que ni le poète ni le critique ne les satisfait dans ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas à moi de juger s'il a raison ou non. Je voudrais simplement rappeler ici qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de la poésie, et je voudrais aussi, pour que nos auditeurs se remémorent une dernière fois le poème et tout ce qui a été dit, lire le poème à mon tour. Les monuments qu'on élève à l'amour ont le destin des villes englouties. Seul un noyé peut en faire le tour dans les fossés où les mêmes orties cachent l'éther de la menthe sauvage. Ces monuments s'arrachent d'un naufrage dont nul ne sut quelle fut la clameur. Dahut la blonde, une main sur le cœur, ouvre l'écluse au gré de son amant, et les châteaux s'enfoncent dans la peur où nous vivons seuls éternellement. Ah, quel abîme attend les hautes tours! L'inaccessible au long des actinies guette sans fin l'avalanche à rebours, les volants d'or des robes abolies, la lente chute au revers de plumage, où les mortels saisis dans leur mirage, sans le savoir, éteignent leur douleur. L'eau invisible à travers tant de pleurs, à l'infini des mers et des tourments, devient pour eux le ciel ensorceleur dont nous vivons, seuls éternellement. J'ai tant dormi sous tes passes velours qu'hérissent ma ville, opaline élégie,
que pour sombrer, mes beaux cavalcadours n'ont pas lâché les coursiers de la vie. La flamme est libre, et le seul chambellage n'est que le tien, fantôme de passage qui fait entrer les reines dans le cœur. Les océans vendangent les dormeurs du seul amour s'ils ont connu le chant. Tu le savais, mais quel est le trompeur quand nous vivons seuls éternellement? Le cri du roi retentit alentour quand le grimoire a glissé dans la lie. Merlin, Merlin, reviens à mon secours. Suis-je seigneur de la mélancolie, doge des morts, souverain de l'orage? Tel un poète épars dans son ouvrage, je ne peux plus murer mon créateur. Le gouffre s'ouvre, et je venais d'ailleurs. Qui m'entendra si moi-même je mens dans le corail où sont les enchanteurs, quand je vivrai seul éternellement? Mais sur nos voies le sous-marin laboure s'est refermé. La mer à l'accalmie garde pour soi ce qu'on entend toujours dans les échos de notre nostalgie. Ville engloutie, ô mon apprentissage, je ne vois plus qu'un unique visage dans les chaînons du signe dont je meurs. Les monuments qu'on élève à l'ardeur auront le sort d'un vaste épuisement. Qui donc pourrait pénétrer leur bonheur? L'ombre où tu vis, seul éternellement. Château perdu, magnétique vapeur qui monte encore des douves à nos fleurs, nous les noyés de vos ajustements, nous chanterons l'amour divinateur et nous vivrons seuls éternellement. Pierre-Emmanuel vient de vous présenter le poème et son image, avec aujourd'hui l'auteur, Yannette de l'Étang-Tardif, l'interprète Reine Barthève, le critique Georges Kataoui et le visiteur Georges Acopian. Ont collaboré à cette émission Paul Chavas et Harold Portenoy.